Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu que dans le petit film que Roubaix évidemment est une terre de vélo, mais c'est aussi une terre de culture et nous allons en parler ce matin. Bienvenue à la Condition publique. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans cette ancienne usine de conditionnement des matières textiles créée en 1902 et qui a été réhabilitée en 2004 lorsque Lille a été désignée capitale européenne de la culture, pour devenir un lieu, puis un tiers-lieu culturel. Évidemment, nous sommes très fiers de vous accueillir, d'accueillir les membres du comité Grand Lille. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être présent. Et nous sommes très heureux que vous portiez une réflexion engagée de la société civile qui rassemble évidemment des forces vives à la fois d'une très grande qualité, mais également d'une très grande diversité. Votre présence marque pour nous l'aboutissement que nous avons fixé avec la ville, avec l'ensemble des partenaires publics, la métropole européenne de Lille, le Conseil régional Hauts-de-France, mais aussi privés à la Condition publique. Depuis quelques années, depuis 2016, la Condition publique se veut être un laboratoire créatif. Ce que nous voulons dire par laboratoire créatif, c'est que nous sommes convaincus que la créativité qui se déploie à l'intérieur et en dehors de nos murs est un levier de la transformation d'un territoire. Ainsi, depuis déjà en 2018, la saison culturelle Habitarium s'était construite en mettant en avant, entre autres, autour de la table, le réseau Alliance, l'école d'architecture et de paysage de Lille, la Fondation Abbé Pierre, Euralille, la Fabrique des quartiers, Lille Design et le FRAC Grand Large. Et aux côtés des expositions, des installations, des résidences, des spectacles que nous proposions, nous avions également accueilli les Assises métropolitaines de l'habitat, et Sergic, à l'époque, avait choisi cette programmation pour lancer son action MyImo au sein du site d'Euratechnologie Blanche-Maille, ici à Roubaix, et qui depuis a évidemment bien grandi. Nous sommes convaincus que l'expérimentation, le décloisonnement, le jeu collectif sont les fondements pour inventer notre territoire de demain. Cette orientation, nous l'avons réaffirmée avec force l'année passée en confirmant Jean-Christophe Levasseur, le directeur de la Condition publique, pour un troisième mandat. Troisième mandat qui commence avec cette saison culturelle exceptionnelle, urbaine, dédiée à la ville inclusive que vous découvrirez dans quelques minutes. Car c'est aussi notre conviction que le lieu que nous sommes, la Condition publique, et le programme que nous proposons avec tous nos partenaires sont un écrin pour une réflexion de société bien plus large, telle que celle que vous portez au sein du comité Grand Lille. La fabrique artistique et culturelle qu'est la Condition publique devient donc pleinement aujourd'hui, grâce à vous, une fabrique du territoire. Merci. Pour atteindre ce résultat, nous avons travaillé depuis plus de 2 ans avec des partenaires de tous horizons. Évidemment, des artistes, des structures culturelles, des collectivités, des institutions, mais aussi des représentants du milieu économique. L'occasion pour moi de remercier nos partenaires, parmi lesquels Ernst & Young, WebHelp, Sergic, Vilogia, SIA Habitat, la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe, la Caisse des dépôts, la Fondation EDF, MacArthur Glen, la CAF, le Fonds d'action ID Kids, Nord Accès Difficile, Tiers Mobility et bien sûr la ville de Roubaix, la métropole européenne de Lille, la région des Hauts-de-France. Cette fois-ci, nous nous sommes attelés à la question de la ville au prisme du genre et des inégalités femmes-hommes. Et à travers cette question, c'est celle plus large d'une ville inclusive qui s'est ouverte. Agir en faveur de l'égalité
femmes-hommes dans la ville, c'est agir contre les discriminations de genre, c'est agir en faveur de l'inclusion, quel que soit notre sexe, notre genre, mais aussi notre origine, notre religion, notre milieu social. C'est aussi agir pour une ville responsable, consciente des difficultés, mais engagée pour aller vers un mieux. D'une certaine manière, l'enjeu de l'égalité par lequel nous sommes entrés dans la programmation urbaine cède la place à la question de l'émancipation et de l'engagement. J'avais promis à Sébastien de ne pas être trop long. J'espère que je ne l'ai pas été et que le contrat est rempli, cher Sébastien. Je vous souhaite donc une très très belle journée et de profiter un maximum de la condition publique. Vous êtes ici, chez vous. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci bien sûr, Monsieur adjoint au maire. Merci à la condition publique, cher Christophe, de nous accueillir ce matin. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui un petit 200, ce qui, pour un lieu qu'on fait une fois par an, délocalisé par rapport à notre lieu habituel, est bien. Et puis je vous rappelle aussi que ces réunions du comité Gralil se suivent en replay. Et Sébastien me disait qu'on a environ 600 vues en replay à chaque session, ce qui est bien aussi. Donc, ravi d'être là. Merci aussi aux étudiants de l'IAE. Vous savez que ça va devenir une règle. Maintenant, on va inviter à chaque fois des étudiants d'une faculté, d'une école. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons les étudiants de l'IAE que je vois un peu là-haut, je pense. Oui. Voilà. Merci à eux d'être là. Donc effectivement, sur ce thème parité homme-femme, comment accélérer dans le Grand Lille, c'est vrai que quand Jean-Christophe nous en a parlé, j'ai un peu hésité pour savoir, au fond, est-ce que c'est vraiment un thème du comité Grand Lille? Mais après réflexion, c'est vrai que la question plus large de l'acceptation et de la prise en compte de la diversité, au sens large du terme, comme vous l'avez dit, monsieur adjoint-maire, pas uniquement homme-femme, pas uniquement, mais aussi culturel, ethnique. Et donc, je trouvais que cette question d'inclusion et de diversité est bien une question aujourd'hui qui se pose à nos sociétés, à nos économies et aussi à nos entreprises. La cohésion de la cité, la cohésion de la ville, comme la cohésion dans l'entreprise, sont des enjeux majeurs. Et donc, j'ai trouvé que c'était effectivement un thème que nous pourrions traiter au sein du comité Grand Lille. Je vous rappelle d'ailleurs que je relis notre charte, comme je vois qu'il y a un ancien président dans la salle, je vais la lire avec attention, sans me faire d'erreur. Le comité Grand Lille est une assemblée informelle d'acteurs issus d'horizons diverses, qui partagent sur le présent et projettent le territoire dans le futur. C'est un laboratoire d'idées, un lieu de création, poil à gratter, un agitateur impertinent qui fait bouger les lignes et sauter les blocages. À l'écoute de la transformation du monde, il favorise la rencontre des différences, le dépassement des intérêts personnels, le décloisonnement. Donc, nous avons considéré qu'effectivement, ce sujet pouvait et devait être traité au sein de notre réunion et au sein du comité Grand Lille. Donc, on a pris, comme toujours, avec le sens de la mise en œuvre et de l'action qui nous caractérise, on a pris cette thématique en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer. Au fond, accélérer, c'est bien un mot du moment. Il faut accélérer la transition énergétique, accélérer la transition digitale. On est bien, en fin de compte, dans une époque, et c'est souvent le cas quand on est dans des situations de crise, d'accélération de la mise en œuvre. Au fond, je suis sûr qu'au sein de vos entreprises, de vos organisations, c'est pareil aussi. Par rapport à vos stratégies, vous dites, mais comment je vais pouvoir, pour accélérer la mise en œuvre, pour être sûr d'être toujours sur le terrain quand les transformations seront achevées. Donc effectivement, dans une période d'accélération. Donc, sur ce sujet, c'est vrai que en termes d'accélération, il y a peut-être un peu de boulot.
on constate effectivement quand même que le législateur français, on me faisait l'inventaire des textes de loi et décrets qui sont parus sur ce sujet, très prolifique, très très prolifique. Il y en a un peu partout, il y en a plusieurs par an sur ce sujet, avec des résultats divers, on va dire. Alors, il y en a un qui a bien marché, quand même, pour finir, c'est quand même celui qui a été imposé par la loi Copé-Zimmermann sur les sociétés cotées, où on est passé, il y a une obligation maintenant de parité dans les boards des sociétés cotées, et on est passé de 10% en 2010 à 44% en 2020. Mais on y était obligé par la loi. Depuis 2020, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier un index professionnel, un index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il y a une dizaine de critères. Alors, c'est depuis 2020, plus de 50 salariés. Je crois que c'est en 2016 ou 2017, c'était pour les plus grandes entreprises. Moi, je me rappelle la première application. Et en fait, maintenant, ça va être sanctionné. Mais avant, en fait, vous étiez cité dans le journal comme respectant pas ces critères. Je me rappelle parce que, pour vous raconter une petite histoire, la première année où cette loi a été appliquée, où il y a eu publication de ces critères, il y avait un critère où chez EY, on n'était pas bon. Et Muriel Pénicaud, qui était ministre à l'époque du Travail et en charge de la mise en œuvre de cette loi, je l'avais rencontrée, je la connaissais bien, je l'avais rencontrée, et elle m'avait dit en plein milieu d'un dîner, Jean-Pierre, alors on ne respecte pas les critères, ce qui n'était pas très agréable. Mais bon, on n'avait pas réussi à retenir celui-là. Et en 2021, la loi RIC5, qui est extrêmement forte en fait sur cette question-là, prévoit notamment que cette question de quota va s'appliquer sur les entreprises non cotées. Alors d'abord les grandes, plus de 1000 personnes, où on devra avoir un quota dans les comités de direction, ce qui est beaucoup plus large, de 30% en 2027 et 40% en 2030, si mes informations sont parfaitement exactes. Ce qui va être un enjeu important. On voit bien là, d'ailleurs c'est un des sujets qu'on aura traité, en quoi la loi amène à bouger sur ces questions-là. D'ailleurs, je dois vous dire que moi j'ai fait une conversion, c'est qu'il y a 8-9 ans, quand on parlait beaucoup de ce sujet, j'étais contre les quotas. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont contre les quotas. Parce qu'au fond de compte, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que c'est nécessaire, c'est utile, c'est important pour l'entreprise, c'est important pour la société, et on ne doit pas le faire parce qu'on est obligé de le faire. Moi, je puis vous dire que pour avoir vécu en tant que dirigeant d'EY cette question-là, qui était une question extrêmement importante, et d'ailleurs, pour vous dire les choses très simplement, puisque je vois qu'il y a des anciens d'EY dans cette maison, enfin des actuels d'EY dans cette salle, je n'ai pas vraiment réussi au cours de mon mandat à améliorer cette question-là, franchement, et ce n'est pas par manque de volonté de le faire, je n'ai pas réussi. Les quotas sont quand même un bon outil pour faire bouger les organisations. Parce que c'est très compliqué de faire bouger les organisations sur cette question-là. Et au fond, quand on a une obligation légale, au fond, le quota, c'est une aide pour le manager qui veut faire changer les choses. Parce qu'il l'applique plus facilement à l'intérieur de son organisation. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, et je serai prêt à en débattre avec vous, parce que c'est un vrai débat, je suis favorable au quota sur ce sujet. Ce qui n'était pas le cas il y a 8 ans. Parce que, pour moi, le quota est un moyen de mise en œuvre et aide en fait le patron à pousser ça dans son entreprise. Alors, je dis ça parce que quand on voit les résultats, aujourd'hui, on a vu que sur les sociétés cotées, dans les boards, on s'est amélioré, mais aujourd'hui, en matière de direction, quand on voit qu'on a 3 femmes PDG d'une entreprise SBF 120, et on a 2 femmes à la tête d'une société du CAC 40. Et 2 femmes, on a multiplié par 2 très récemment avec France Télécom et Christophe Edman, alors qu'on avait Engie avec Catherine McGregor qui succédait à Isabelle Cocher. Donc on avait une entreprise du CAC 40 depuis plusieurs années dirigée par une femme. Et très récemment, on a eu Christelle Edman qui a repris Orange. Donc vous voyez que ce n'est pas très très bien pour le moment. On me dit que 21% des femmes dans les comités exécutifs. Et puis en termes de rémunération, on a encore un décalage. La moyenne est de 23%. Encore que sur ce sujet-là, je me méfie des moyennes. Mais c'est une réalité. Et dans le monde du travail, plus de 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes.
même si on peut imaginer les raisons, c'est quand même un chiffre qui est très important. Donc, effectivement, on est loin de cette acceptation de la diversité, en fait, hein. Non pas uniquement une question d'égalité, mais d'acceptation de la diversité. Et on sait que plusieurs études le montrent, que la diversité est un élément et un facteur de développement économique. Ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment une conviction profonde. Je vous en partage une autre. La différence dans des comités de direction ou dans des groupes de travail, pas forcément des comités de direction, où on a une vraie diversité, alors femmes, hommes, mais encore d'autres diversités, hein, qu'elles soient culturelles, sexuelles aussi, je le dis très sincèrement, c'est une richesse véritable. Si j'ai encore le temps de partager j'ai encore une minute, Sébastien? Non. Moi, je vais vous partager encore un autre élément que j'ai vécu, parce qu'au fond, c'est bien que ça. C'est une question de diversité sur la question LGBT. Bon, vous savez, en homme du Nord, classique, traditionnel, c'était pas un sujet qui me touchait beaucoup. J'avais pas d'opposition, mais j'étais contre la promotion de cette question-là, de ce sujet-là. Il y a 8 ans, dans mon groupe, les Américains font beaucoup de promotion de ces questions-là. On me dit il faut que tu fasses de la promotion de l'acceptation de la diversité sexuelle, LGBT, etc. J'ai dit non, je ne veux pas. Bon, j'ai fini par le faire. Et je dois vous dire que là aussi, je suis un converti de ce sujet, d'accepter effectivement et de promouvoir l'acceptation de ces différences-là dans l'entreprise. Alors je suis certain que quand je dis ça, certains d'entre vous doivent être choqués, mais moi je peux vous dire que je l'ai vécu personnellement et je vais vous raconter pourquoi. Donc je fais une communication interne, des messages, etc. sur effectivement l'acceptation des divergences sexuelles et j'organise une réunion avec tous ceux qui se prévalent de cette différence. Et je dis que c'est important pour l'entreprise d'accepter ça. J'ai eu à la réunion un nombre beaucoup plus important que je ne le pensais, et y compris des collaborateurs et des associés. Et je puis vous dire, des associés que je connaissais bien, avec lesquels je travaille tous les jours, bien entendu, je n'avais pas imaginé ou perçu cela. Eh bien, ces gens-là, je les ai libérés. Ils étaient épanouis. Et dans l'entreprise, ils ont complètement changé leur attitude. Parce qu'effectivement, cette différence était considérée comme acceptée dans l'entreprise. Donc faites attention à ces sujets-là, ils ne sont pas aussi simples qu'on ne le pense, mais réfléchissez bien à nos bias, comme on dit chez les Américains, qu'on a dans nos cultures sur ces sujets-là pour faire progresser la diversité et la communauté au sein de vos organisations. Voilà, donc ici, nous allons parler de l'égalité homme-femme. Je rappelle que c'était quand même la première cause nationale, la grande cause nationale du premier quinquennat du président Macron. Je ne sais pas s'il a prévu d'en avoir un autre, encore qu'il nous prédit une femme en Premier ministre, qui sera quand même la seconde femme depuis l'histoire de la Ve République à être Premier ministre. Voilà. Nous allons donc parler de tout ça, de voir comment on va pouvoir accélérer. Donc, on a choisi 3 leviers, hein, l'éducation, l'entreprise et la société. Et je remercie tous les intervenants de cette table ronde qui nous ont fait le plaisir d'être là. Et je les remercie tout à fait spécifiquement. Vous verrez, ce sont des gens extrêmement intéressants et qui ont un vrai vécu de ce sujet, qui ont pris cette cause et qui l'ont mise en œuvre. Et franchement, vous allez apprendre beaucoup de choses et je suis sûr que ça va vous aider dans votre vie quotidienne, dans vos entreprises et vos organisations. Voilà, avant de passer la parole à Sébastien, j'ai quelques points annonces à vous faire ou événements pour lesquels nous nous réjouissons. Alors, un sujet dont on a beaucoup parlé au sein de ce comité Grand Lille, l'Université de Lille a obtenu le renouvellement de la labellisation ICIT. Donc bravo franchement à toutes les équipes qui ont contribué à cette victoire. Vous savez à quel point c'est important que notre métropole ait une grande université. Je remercie Jean-Christophe Clamart qui est là et Régis Bordet qui est là aussi. Voilà, il est là. Régis, salut Régis. Salut Jean-Christophe. Bravo à tous les deux d'avoir réussi ceci. Vous savez à quel point le monde de l'entreprise et l'ensemble
des métropolitains sont vraiment attachés à la performance, à la réputation, à la qualité académique de formation de l'Université de Lille. Donc bravo. D'ailleurs, je pense que ça vaut le coup de les applaudir. Alors, on les applaudit. Je voudrais aussi vous signaler que le Bain-Saint-Minier va fêter ses 10 ans de labellisation UNESCO et de l'arrivée du musée du Louvre à Lens. Et donc, ce sera le 4 décembre à Lens pour fêter la Sainte-Barbe avec eux. Franchement, bon, alors on est dans la métropole, vous savez que c'est la capitale régionale qui doit tirer l'ensemble des territoires de la région, hein, et pas uniquement son territoire. Je voulais vous dire à quel point quand même la rénovation, en fait, la renaissance, bon, c'est un peu à la mode en ce moment, la renaissance de ce territoire du Bas-Saint-Minier est tout à fait exceptionnelle. Et je pense qu'on avait reçu ici d'ailleurs la communauté de communes, c'était il y a à peu près 1 an. Et je pense que d'ailleurs ce sera un des sujets pour l'année prochaine sur lequel nous aurons à travailler parce que franchement c'est tout à fait exceptionnel. Même si nous n'avons pas encore de desserte en transport en commun facile pour aller là, mais nous l'espérons un jour. Franchement, on a beaucoup à tirer de se rapprocher du bassin minier. Troisième élément important aussi, Courtrai, Ozon 2030 va être candidate à la capitale européenne de la culture. Et donc, Lille, en tant qu'ancienne capitale européenne de la culture, nous avons sûrement beaucoup de choses à voir avec eux. Courtrai, c'est tout près. Vous avez vu que les équipes Club Gagnant, Comité Grand Lille et tous les autres lancent un tour en vélo transfrontalier. Franchement, d'ailleurs, je rappelle, puisque tu as passé le film, inscrivez-vous, vous êtes tous des grands, vous n'êtes pas obligé d'être un grand cycliste, hein. Moi je pense que je vais y aller, donc vous voyez, il y a de la marge. Franchement, le transfrontalier est clé. Alors on peut faire des colloques, on peut faire des séminaires, on peut faire des comités sur le transfrontalier, mais le mieux c'est l'action concrète, vous savez à quel point nous sommes attachés à cela. Eh bien un tour en vélo, c'est un événement populaire de connexion et de réalisation véritablement d'une culture transfrontalière. Et donc, je suis ravi de cette opération. Et donc, il faut qu'on soit nombreux. Vous avez vu que des entreprises, des grandes entreprises nous soutiennent et on les remercie. Et je pense qu'on peut lancer là une opération qui doit durer dans le temps de ce carré bleu, de ce tour de la métropole en vélo. Alors, autre point aussi, franchement, là, tout le monde en rêve. Je ne sais pas si vous en rêvez, moi j'en rêve en tout cas. C'est la remise en eau de l'avenue du Peuple belge. Alors, c'est simple, vous allez sur le site remise en eau de l'avenue du Peuple belge et vous tapez 4. Vous gagnez rien, sauf qu'un jour, vous ferez du pédalo avenue du Peuple belge. Alors, franchement, ce sujet, alors vous savez que le club gagnant, encore je le cite, Didier, là, je l'ai aperçu tout à l'heure, a poussé cette idée. Vous savez que le club gagnant et le comité Grand Lille, c'est 2 frères ou 2 sœurs ou un frère et une sœur. On travaille ensemble sur ce sujet. Le club gagnant a été le fer de lance de cette question. Franchement, d'ailleurs, vous vous rappelez, il y a 2 ans, je suis un peu long là peut-être Sébastien, alors, il y a 2 ans, bon, vous vous embêtez là, il y a 2 ans, on avait reçu Éric Orsenna et il nous avait dit, n'oubliez pas qu'une capitale, c'est le lien avec l'eau. Et notamment, il nous faisait le lien avec Dunkerque. Hein, il va me couper. Avec Dunkerque. Eh bien là, je pense que l'eau à l'intérieur de la ville de Lille, qui était une ville d'eau, hein, c'est très important. Donc il faut pousser. Alors, certains disent, ça coûte 60 millions, l'autre projet, il coûte 30. Ok, c'est beaucoup d'argent, 60 millions, 30 millions, c'est beaucoup d'argent. Sauf qu'une fois que vous avez creusé un canal et que vous avez fait une voie d'eau, c'est pour des siècles. C'est pour des siècles. C'est pas pour 10, 20 ou 30 ans. C'est que nos enfants, de nos enfants, de nos enfants seront sur cette voie d'eau. On ne va pas la reboucher. Hein. Donc, effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais rien à l'échelle du temps pour effectivement faire renforcer l'attractivité, le plaisir de vivre dans l'île. En plus, il paraît que ça permet aux maisons de... Enfin, il y a un problème de solidité des maisons et des piliers avec l'eau, donc c'est très important qu'il y ait ce canal. Troisième, donc votez 4. Hein, n'oubliez pas, appuyez sur 4. Vous avez jusqu'au 23 mai, je crois, hein, c'est ça. Et dernier point, et après je m'arrête,
Notre prochaine assemblée aura lieu le 23 septembre à la Cité des Échanges. Mais avant, nous avons un événement convivial que je vous demande de noter, un barbecue à la Cité des Échanges. Ils sont très bons, les barbecues à la Cité des Échanges. Il y a les merguez, les hot dogs, les machins, les trucs et la bière. Le 31 août à 19 h. Et on voudra en faire un événement convivial qu'on ne fait pas habituellement, mais là, on voudrait le faire parce qu'on voudrait marquer, et on aura l'occasion d'y réfléchir, le démarrage d'une année tout à fait exceptionnelle pour le Comité Grand Lille, puisque nous fêterons nos 30 ans. J'ai vu François Duviel tout à l'heure, Jean-François Guil était là, et donc nous fêterons nos 30 ans, et on est en train de travailler à ces 30 ans, qui ne seront pas que la célébration du passé, mais qui seront bien entendu la vision des 30 ans qui viennent, et notamment des comités Grand Lille que nous pourrons faire sur le canal de l'avenue du Peuple belge. Voilà, merci, merci à tous, très bonne séance. Non, mais il est très bon et tout ce qu'il a dit était passionnant. Merci Jean-Pierre. Et je vais aller très vite pour que l'on puisse passer à nos sujets. On a parlé de labellisation et puis on a parlé de voie d'eau. Je propose à Régis Bordet, qui est président de l'Université de Lille, de nous rejoindre. Et puis Michel Bonnor et puis Cécile Fontaine pour le club gagnant, qui vont nous parler de l'avenue du Peuple belge. Mais d'abord, à toi la parole, Régis. On se réjouit tous. En fait, on t'a proposé de venir parce qu'il nous a paru que dans notre métropole et dans notre région, il y a un événement majeur qui s'est passé et on n'en a pas suffisamment conscience. Donc tu vas nous aider à conscientiser l'enjeu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre accueil. J'espère que l'association entre l'Université de Lille et l'eau ne veut pas dire que nous allons prendre l'eau. Et donc, je ne sais pas si on passe mes premières diapos. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'après 10 ans de mutation, 10 ans de travail, finalement ce processus démarre de transformation de l'Université de Lille démarre en 2010. Eh bien aujourd'hui, nous achevons cette transformation et j'y associe Jean-Christophe Camard qui en a été un des acteurs. Et cette transformation nous permet, on parlait d'accélération, de mettre, pour les plus anciens se souviennent de ce que ça veut dire, mettre la surmultipliée au service de la dynamique de notre territoire. Aujourd'hui, l'Université de Lille est effectivement une université qui compte à l'échelon national et international, puisque nous faisons partie du club gagnant des universités françaises, des 17 universités françaises, parmi les 90 à peu près, qui, non, n'allez pas si vite dans le déroulé des diapos, vous pouvez revenir sur la précédente, donc qui fait partie du club des 17 universités qui ont un label d'excellence. Et par exemple, Toulouse n'a pas de label d'excellence, Lyon n'a pas de label d'excellence. Ils n'ont pas réussi à se transformer comme l'État français y incitait en créant des grandes universités. Le deuxième point important, c'est qu'effectivement, c'est une université nouvelle génération qui a dépassé l'opposition forte qui date de 2 siècles, entre l'université et les grandes écoles. Aujourd'hui, l'Université de Lille, c'est un modèle hybride, puisqu'il y a à la fois des facultés, des écoles. Je rappelle juste que l'IAE est une école de l'Université de Lille, n'est pas indépendante. Mais nous accueillons l'école d'architecture dont on parlait tout à l'heure, et donc nous accueillons Sciences Po. Et donc nous avons 15 facultés et écoles qui constituent finalement le cœur du réacteur de l'Université de Lille. Alors je dois dire que par rapport au thème d'aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Je rejoindrai dans un instant le comité de direction qui réunit les directrices et directeurs de facultés, d'écoles, et je dois dire qu'il n'y a qu'une seule directrice pour 14 directeurs. Donc il y a du travail à faire. Le comité de direction, ça sent un petit peu la testostérone, si vous me permettez cette expression. Heureusement, l'équipe présidentielle qui m'entoure est paritaire.
puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes. Ces 15 écoles, ces 15 facultés, eh bien, sont mobilisées dans un projet autour des questions de transition. Et Jean-Pierre parlait de la nécessité d'accélérer cette recherche, cette formation autour des questions de transition. Eh bien, nous l'avons pris à bras le corps, et la constitution de l'Université de Lille nous permet de le faire de manière globale. Il n'y a pas une transition climatique, une transition énergétique, une transition sociale, une transition sanitaire. Nous avons compris depuis 2 ans que tout cela était mêlé. Quand on prend des mesures sur le climat, il peut y avoir des réactions sociales. Quand il y a une crise sanitaire, il y a des réactions sociales et ainsi de suite. Et donc nous, à travers 4 grandes thématiques, santé, planète, digital et société, avec des programmes de formation interdisciplinaires, eh bien, nous sommes aujourd'hui votre pilier pour les entreprises et les collectivités territoriales de l'innovation, de nouvelles pistes, de nouveaux concepts. C'est nous qui, d'une certaine manière, les produisons, et ceci à la fois pour aider le développement économique et social de la région, et nous sommes fortement associés au projet de 3e révolution industrielle. Et j'ai vraiment été heureux que Frédéric Motte, notre nouveau président de la fondation de l'Université de Lille, que dirige maintenant Jean-Christophe Camard, soit à mes côtés pour défendre le dossier de labellisation en janvier dernier. Et ceci a beaucoup marqué le jury international. Et puis, nous ne sommes plus aujourd'hui à la périphérie de la France, nous sommes au cœur de l'Europe, car nous avons fait un travail sur le transfrontalier en quelques années qui est énorme. On parle de Courtrai, Lille, et ce sont des villes jumelles au plan universitaire aujourd'hui. Nous avons fait un travail énorme avec le recteur Sels de la KU Leuven, avec le vice-recteur Piet Desmet. Et aujourd'hui, nous avons créé un lien très fort avec la KU Leuven, et en particulier sur l'innovation pédagogique, sur la recherche. Et on est vraiment une neurométropole universitaire aujourd'hui qui se crée. Mais même si notre mue est terminée, nous avons encore des enjeux devant nous. Mais aujourd'hui, nous sommes armés pour y faire face. Nous avons 3 défis finalement. Le premier défi, c'est le premier cycle. Alors nous avons beaucoup travaillé sur les masters, sur les doctorats, etc. C'était indispensable. Mais l'Université de Lille, c'est sa marque de fabrique, et nous y sommes attachés, eh bien, accueille les jeunes femmes, les jeunes hommes de cette région, y compris ceux dont la destinée n'était pas d'aller à l'université. Nous avons 55 000 étudiants en premier cycle. Nous sommes, de ce point de vue, la plus grande université de France en termes d'accueil de premier cycle. Nous les accueillons, mais aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de déperditions. Un jeune sur 2 ne termine pas sa licence. C'est-à-dire, un jeune sur 2 n'acquiert pas un niveau de formation qui va lui permettre eh bien, d'aller travailler dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, avec un niveau de formation suffisant. Et depuis le début de mon mandat, en janvier, nous travaillons sur une réponse autour de cette question du premier cycle, et nous allons déposer un projet en octobre pour être labellisé, pour aider finalement l'inclusion, l'accompagnement de ces jeunes qui ne sont plus les jeunes que des années 70-80 que nous avons été quand nous étions étudiants. Il faut sortir de nos schémas de pensée, de nos paradigmes, du cours magistral à outrance, etc. Les jeunes, et je m'adresse ici aux jeunes de l'IAE, veulent se mobiliser dans des projets, veulent allier connaissances et compétences à travers
le faire à travers ce qu'ils ont envie de produire pour la société, pour l'université, pour les collectivités territoriales, pour la solidarité. Et nous devons repenser notre premier cycle à l'aune de cette idée. Deuxièmement, c'est la contribution aux objectifs de développement durable. Et ça fait le lien. Le principal, vous savez, il y a 17 objectifs de développement durable, eh bien, nous avons observé qu'à Lille, nous étions en pointe sur la question des inégalités. Imaginez pourquoi. Puisque nous sommes un territoire inégalitaire, inégalitaire en son sein, inégalitaire au niveau national. Et donc, nous prenons à bras-le-corps, et ce sera un projet emblématique de ma présidence, d'aider la recherche autour des inégalités et de la formation. Et puis, dernier point, nous devons bien sûr continuer à ancrer notre université dans le transfrontalier, mais nous devons aller exporter à la fois notre savoir-faire, mais aussi notre métropole, notre région, ses particularités au niveau international, et nous allons nous doter d'une douzaine de partenariats premium au niveau international. Et voyez, cette image, elle était emblématique. C'est ce que nous avons fait avec la nouvelle identité visuelle de l'université. Et juste en janvier, quand nous allions défendre le projet au niveau parisien, à Paris, devant le jury international. Merci. Merci Régis, bonne journée et bon comité de direction que tu rejoins. Voilà, vous savez, pendant que vous vous installez, Cécile et Michel, allez-y, prenez place, prenez un micro. Je ne l'ai pas dit, vous vous mettez où vous voulez. Je ne l'ai pas dit, mais ce comité Grand Lille a toujours une thématique. Et avant les thématiques, on a ce qu'on appelle les nouvelles de la communauté. Nous sommes une communauté et c'est toujours important aussi de vous tenir informés des travaux que nous faisons. Et je vois Didier Gaudris qui est là, donc il nous regarde. Ça fait 15 ans que le club gagnant bosse sur les sujets de l'eau. Là, on a une opportunité. Cécile Fontaine, Michel Bonnor, le point numéro 4, ça veut dire quoi et c'est quoi les enjeux pour nous ? Bonjour à tous. Alors, je tiens juste à rectifier, on n'a pas la slide, mais Michel Bonnor, c'est Renaissance du Lille ancien. Donc moi, Cécile Fontaine, je suis associée chez Mazars et j'anime aussi depuis plusieurs années la commission Grand Projet du club gagnant qui travaille notamment sur la remise en valeur, la mise en valeur de l'eau sur notre territoire et notamment sur la métropole de Lille. Alors le projet numéro 4, la ville de Lille déjà, elle a lancé pour la première fois une consultation citoyenne. Donc jusqu'au 23 mai, les habitants de l'île de l'Homme et des Lemmes sont appelés à se prononcer sur l'avenir de l'avenue du peuple belge. Alors 4 projets leur sont proposés entre végétalisation et remise en eau. Cette avenue, il faut savoir que c'est une des plus belles perspectives de Lille, malheureusement un peu délaissée aujourd'hui. Donc c'est plus d'1 kilomètre de long, plus de 50 mètres de large, à l'endroit même où Lille est née de l'eau, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles le projet numéro 4, c'est-à-dire la remise en eau totale de cette rivière historique qui est à la naissance de Lille, est une évidence pour la métropole et la région. Retrouver notre identité, l'histoire de Lille, sa nature, son nom, sont issus de l'eau, sont liés à l'eau. Améliorer le cadre de vie, premier critère d'attractivité pour nos cadres. Retour de la biodiversité en ville, avec des îlots de fraîcheur, une meilleure gestion de l'eau par ces temps de crise climatique. Le développement économique et le développement des emplois, bien évidemment, sur cette grande artère. Et bien sûr, le développement touristique pour que nos visiteurs ne filent pas directement à Bruges ou à Gand après avoir vu la Grand Place et la rue de la Monnaie. La mise en valeur du patrimoine et donc, évidemment, une attractivité internationale accrue. Mais sur ce projet, il y a pas mal d'idées reçues à combattre. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je représente la Renaissance. Voilà, je représente la Renaissance du Lille ancien. Et merci de nous accueillir pour témoigner un petit peu et répondre à vos interrogations et à l'interrogation de Cécile sur les idées reçues. Et donc, moi, je vais aborder quelques idées reçues qui sont évoquées au sujet du remise en eau totale de l'avenue du peuple belge, qu'on appelle plutôt, nous, Base de l'eau.
parce que c'est ça, c'est la base de l'île. Donc tout d'abord, je ne sais pas s'il y a des slides, oui, voilà les premières idées. Les idées, voilà, la première, on continue, la deuxième, la suivante. La première idée reçue, c'est un projet cher. C'est vrai que c'est le projet le plus cher, mais je vais paraphraser un petit peu votre président qui a parlé tout à l'heure, qui a parlé de la ville, la métropole qui devait tirer l'ensemble de la région. Je vais faire un peu la même analogie avec Lille qui doit tirer la métropole avec des projets ambitieux. Alors c'est vrai que ce projet-là, c'est le plus cher, puisque c'est 60 millions à peu près par rapport à une trentaine pour les autres projets, mais c'est le projet le plus ambitieux. C'est le projet qui est à l'échelle de la métropole. Ce n'est pas un projet de quartier, c'est un projet à l'échelle de la métropole. Donc c'est pour ça qu'on plaide ce grand projet, qui est plus un investissement sur l'avenir qu'une petite dépense de quartier. La deuxième idée reçue, c'est qu'on va abattre beaucoup d'arbres. On va abattre beaucoup d'arbres. C'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des arbres qui vont de toute façon être abattus. Il y a des étudiants de l'IAE ici. Ils sont de leur magnifique bâtiment, qui est un des plus beaux bâtiments de Lille, qui est l'Hospice Général. Il est complètement aveuglé par un alignement d'arbres complètement en fin de vie. D'ailleurs, c'est des simples peupliers. Ceux-là, ils vont par définition sauter, parce qu'ils sont absolument en très mauvais état, et puis ils vont mettre en valeur fortement, avec cette remise en eau et leur abattage, ce très 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 beau bâtiment. Et le plan vert n'est absolument pas incompatible avec le plan bleu que l'on peut évoquer avec la remise en eau totale. C'est le principe même de la végétalisation qui est soi-disant plus écologique, la végétalisation, l'option totalement verte. C'est pas si vrai que ça, parce qu'on peut, donc, comme je l'ai dit juste avant, on peut mixer les deux options. Et le principe d'une rivière paysagère en plein cœur de l'île, surtout que c'était l'origine de l'île, c'est loin de ne pas être écologique. Pardon. Le quatrième argument, c'est l'eau va être stagnée, l'eau va rester en place, il va y avoir des moustiques, etc. etc. Le principe d'une eau, c'est une eau filante, une eau avec une eau courante, en récupérant l'ensemble des eaux d'exor, l'ensemble des eaux de pompage sur des différents endroits de la métropole. Donc il y a une possibilité technique, sans problème, de remettre en eau et de tirer, aller jusqu'à la base d'Eule, avec aussi en lien avec les grandes réflexions qui se mènent en ce moment sur le front Est, qui est le front nord-est, en gros de Ralil à la Citadelle, et qui va relier ensuite Saint-André, Vandrechy, etc., etc. Donc ça a une cohérence métropolitaine très importante. C'est pour ça qu'on appelle les Lillois, alors attention, la consultation qui est lancée par le maire de Lille concerne que les habitants de Lille. Donc, on s'adresse bien sûr aux habitants lillois, mais ceux qui ne sont pas habitants lillois ont le droit de faire plus l'homme plus l'aime, pardon, ont le droit d'en parler autour d'eux et de faire voter la solution 4 sur laquelle nous militons. La fin des votes est terminée le 23 juin. Nous avons rapporté ici quelques... Mais, excusez-moi, oh là là, grave erreur, merci, il y en a qui suivent, 23 mai. Donc on a ramené quelques documents ici présents, c'est des dossiers qui ont été établis par la Renaissance du Ancien, qu'on a édité avec un cofinancement Club Gagnant, donc merci au Club Gagnant de nous avoir aidés là-dessus. Il est à votre disposition, vous pouvez le reprendre à la sortie en partant. Voilà, merci à vous. Et une petite plaquette aussi faite par le Club Gagnant qui vous donne tous les argumentaires détaillés. Donc merci au Club Gagnant pour cet investissement et votez 4. Bravo. Bravo Cécile, merci Michel, merci à tous. Bravo au Club Gagnant et à tous ceux qui se mobilisent sur ce projet. C'est un enjeu pour nous tous. Donc si vous connaissez des Lillois qui ont la capacité de voter, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à leur dire. On va passer maintenant à notre sujet du jour. J'ai pas envie de faire de commentaires. Pour vous l'introduire, vous avez tous entendu parler d'une vidéo qui est passée sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui a été réalisée par une journaliste. Je vous propose de la regarder. Vous allez voir, ça va planter le décor. Pas stressé? Non. Si? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric Aube, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un?
Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière? Pas trop en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je ne m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur? Je doute. Pourquoi? Non, je doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Et doux. Ah oui, pas tous les hommes sont doux. On est tous doux, Ah oui. Le mot doux ne doit pas être celui qui me caractérise le plus. Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions? Parce que toute cette charge mentale, parfois ça donne envie de sortir de ses gonds, non? Ah oui, ça m'arrive. Hein. C'est pas... Mais je crois que ça arrive à tous les hommes. C'est pas... Bien sûr. Même s'ils ne l'admettent pas. Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine? Alors je me lève, je prends ma douche. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. Je lis le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustineuse Bader, une petite crème, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris? Bah non. Pas petite salutation au soleil à 6h du matin, Miracle Morning, tout ça? Non. Et on arrive déjà à la dernière question, mais que je suis obligée de poser parce que tous les journalistes la posent. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif? Est-ce qu'en tant que féministe, on reproche d'être trop agressif? Ben, on vous la pose tout le temps, cette question. Ouais. On me reproche de ne pas être assez féministe, assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je sais pas quoi répondre à dire. C'est pas mal. C'est la répétition, en fait, qui est un peu agaçante. Bon, vous voyez, on trouvait que cette vidéo était bien caractéristique d'un certain nombre d'idées reçues de billets et une manière joyeuse de commencer cette matinée. Une étude du World Forum a montré qu'au rythme auquel vont les choses, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, il faudra encore 135 ans pour que cette parité devienne réelle, que l'égalité réelle soit dans la société. On s'est dit en fait à quelques-uns, avec quelques complices, en préparant cette matinée, eh bien comment on fait pour accélérer les choses. On a imaginé plein de choses. On a surtout identifié 3 leviers sur lesquels nous pourrions travailler ensemble à l'échelle de notre territoire. L'éducation, l'entreprise et la dimension un peu plus sociétale. Eh bien, ce matin, on va s'arrêter sur 3 temps avec 3 tables rondes. Et je propose aux participants et participantes de la première table ronde sur l'éducation de me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre ici et prendre place sur les tabourets. Allez-y. Delphine Beauvais, de l'association Solfa, Dominique Lévesque du rectorat et Niels Villemain de l'école L'Accordé. Et avant de commencer cette petite table ronde, je propose une vidéo. Nous avions proposé à Mercedes Hera de participer, vous savez, parce qu'elle est présidente d'une grande agence de publicité française. Elle est assez connue pour son engagement sur ce sujet-là. Elle ne pouvait pas venir ce matin. Elle a eu la gentillesse d'enregistrer quelques messages pour nous. Mercedes Hera. Bonjour. J'aurais aimé être avec vous parce que franchement, le sujet que vous abordez là me passionne. Il m'a passionné toute ma vie. Toute ma vie, j'ai pensé que l'égalité entre femmes et hommes était un élément clé du changement d'une société et que donc je pense que tout le monde doit se battre pour qu'il y ait cette égalité. C'est d'ailleurs ma définition du féminisme, c'est croire en cette égalité. Et donc je pense que dans la salle, vous êtes tous féministes parce que vous croyez tous en l'égalité. Alors, l'égalité, c'est une chose compliquée. Il y a des choses qu'une entreprise peut faire et puis il y a des choses plus difficiles parce que les petites filles et les petits garçons ne sont pas exactement élevés
pareil. C'est pour ça d'ailleurs que les petites filles font moins d'études de sciences que les garçons. C'est pour ça qu'on en trouve moins dans les rangs des ingénieurs. C'est parce que quoi que l'on pense, l'éducation est genrée. Et on ne le fait pas exprès. Le changement de société, il est récent. Les droits acquis des femmes, tout ça est très récent. Donc il faut être très vigilant. Et dans la petite enfance, dans l'éducation, dans la culture, faire attention à ce respect de l'égalité. Merci. On aura une deuxième séquence avec Mercedes tout à l'heure sur une prochaine table ronde. Je vais commencer avec vous, Delphine. L'association Solfa, vous pouvez nous en dire quelques mots d'abord, et puis ensuite nous expliquer comment vous travaillez sur ces notions de prévention. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Delphine Beauvais, directrice du pôle violences faites aux femmes de l'association Solfa. Alors Solfa, qui signifie Solidarité Femmes Accueil, est une association qui existe depuis 1947. C'est une association qui a été créée par 2 femmes d'industriels du Nord. Donc on sort quelque part de la création des associations avec une forme d'obédience religieuse telle que les associations ont été créées à l'époque. Donc 2 femmes qui ont souhaité proposer une solution d'hébergement et d'accompagnement pour des femmes qui sortaient de prison et de camps au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc 2 femmes courageuses qui ont hébergé les premières femmes dans ce qui est aujourd'hui notre siège social, qui est rue Brûle-Maison à Lille. L'association, évidemment, s'est développée, s'est professionnalisée. Nous sommes aujourd'hui 168 salariés, 3 pôles d'intervention, un pôle sur l'hébergement et la responsabilisation des auteurs de violences, un pôle sur la protection de l'enfance, avec notamment l'ouverture d'un dispositif pour accueillir des jeunes filles mineures victimes de prostitution, premier dispositif innovant en France, et le pôle violences faites aux femmes que j'ai la chance de diriger. Ce pôle, c'est 73 professionnels qui accompagnent tous les jours, 5 jours sur 7, des femmes victimes de violences, des enfants victimes de violences, et ce, quelles que soient les formes de violence. Quelques chiffres très rapidement pour reposer aussi le contexte et national, voire international, et de l'association. Je rappelle qu'une femme sur 3 dans le monde est victime ou sera victime de violences, que ce soit dans son cadre personnel, professionnel, dans les transports, dans son travail, dans la cité dans laquelle elle évolue. Une femme sur 10 en France est victime de violences conjugales et une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint. Je suis désolée, c'est moins funky que la vidéo de tout à l'heure, mais ça me paraissait important de pouvoir reposer quelques éléments chiffrés. Au niveau du pôle violences faites aux femmes, ce sont 7000 femmes et enfants victimes de violences que nous avons reçus en 2021 au sein de nos 3 accueils de jour. C'est 10 000 appels de femmes, d'employeurs, de partenaires, d'entreprises, d'entourage concernant des situations de violence. Et c'est plus de 1002 enfants qui ont été formés à la prévention justement sur l'égalité filles-garçons. J'ai demandé à Delphine de commencer là-dessus parce qu'on ne peut pas parler de cette égalité réelle en oubliant qu'au démarrage d'une petite blague humoristique, sexiste, eh bien, il peut y avoir des drames. Et on pensait que c'était intéressant aussi de réaliser ces choses-là. Ensemble, quand on a préparé cette matinée, vous m'avez beaucoup parlé de prévention. Vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez cette prévention? J'ai entendu parler du Grenelle des violences de 2019. Expliquez-nous tout ça, s'il vous plaît. Alors effectivement, la prévention est pour nous un des 3 piliers qui, réunis conjointement, pourra peut-être un jour faire penser ou espérer l'éradication des violences faites aux femmes et donc l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Pourquoi 3 piliers? Le premier pilier, c'est la prévention. Je vais y revenir, la prévention des enfants, la prévention des jeunes, mais aussi finalement notre propre prévention à nous, adultes, employeurs et agents de la société civile. Deuxième pilier, la question de la protection. Protection des femmes, protection des enfants. Troisième pilier, la question de la responsabilisation, voire de la pénalisation des auteurs de violences. Sans ces 3 piliers, il y a quelque chose de dysfonctionnant. L'équilibre n'est pas parfait et le chemin est extrêmement compliqué de fait à suivre. Sur la question de la prévention des enfants, donc ce sont des interventions au sein des écoles, au sein des haltes garderies, au sein des crèches, au sein des maternelles, mais aussi au sein des universités. À titre d'exemple, et j'étais ravie d'entendre tout à l'heure le président ou le directeur, je ne sais plus, des universités de Lille, nous allons avoir la chance d'intervenir sur 6 campus universitaires pour travailler sur les violences sexistes et sexuelles au sein de l'université,
puisqu'elles sont présentes au sein des universités de Lille, mais au sein de plein d'autres universités. Et donc, nous avons été retenus par le ministère de la Recherche et de l'Innovation pour travailler sur des projets de sensibilisation à l'égard des étudiants. Les étudiants entre eux et les étudiants à l'égard également de leurs maîtres de thèse, de leurs professeurs, etc. L'idée de ces séances de prévention, c'est bien d'identifier la question des violences sexistes et sexuelles, c'est d'identifier les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités de genre, de pouvoir sensibiliser et repérer, et dans un deuxième temps, de pouvoir mettre en acte les mots qui auront été posés sur ces séances par l'utilisation notamment du théâtre forum, qui est un outil très pédagogique et très éducatif, basé sur le théâtre de l'opprimé. Donc l'idée, à travers ces 2-3 petits exemples, c'est de vous montrer que la prévention est possible, la prévention au sein de vos entreprises, au sein de vos organisations. Nous intervenons énormément au sein de nombreuses entreprises pour réfléchir et identifier, orienter, accompagner des femmes qui seraient victimes de violences, mais aussi développer une véritable politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, merci. On va commencer le dialogue entre vous trois, parce que l'idée, c'est effectivement de dialoguer. Dominique, vous êtes en fait au rectorat. Vous avez longtemps été, je crois, la déléguée pour l'égalité. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'orientation. Et je pense que vous avez pas mal de choses à dire. Réagissez à ce que vous venez d'entendre de la part de Delphine. En fait, prévention, c'est éduquer aussi. Et donc forcément, on est ensemble et beaucoup avec le milieu associatif pour transmettre cette culture de l'égalité dès l'école maternelle. Parce que dès l'école maternelle s'installent des comportements genrés. Les parents constatent qu'après 3 mois d'école maternelle, il n'y a plus de mélange déjà dans les petits coins cuisine, les petits coins voiture. Au début, ils sont ensemble, filles, garçons. Au bout de 3 mois, ils ne sont déjà plus. Donc, il y a une vraie culture de l'égalité qui doit être instaurée par la formation de nos propres enseignants, qui, eux, véhiculent des comportements genrés, c'est évident. Ils interrogent plus facilement les garçons que les filles. Ils disent à une petite fille « Ah, t'es belle » à l'entrée de l'école. Un petit garçon dira « Ah, t'es fort ». Et donc, il y a nos comportements enseignants. Et donc, on travaille beaucoup avec le milieu associatif pour justement lutter contre ces comportements stéréotypés et former. Donc ça, c'est extrêmement important. Et dans l'éducation, il y a aussi chez nous vraiment un travail collectif avec les assos pour lutter contre les violences sexistes. La petite phrase ordinaire dont vous avez parlé, hein, et effectivement, qui fait que un petit garçon, une petite fille, très vite, vont avoir ces comportements qui peuvent être violents et dont ils ne se rendent pas compte. On le verra tout à l'heure, je regardais Malika qui est là, et elle a plein de choses aussi ici à Roubaix qu'elle met en place. On va voir que ça transverse nos sociétés, et puis vous verrez à la fin de notre matinée quelques propositions qu'on pourra faire. Nils, j'ai envie, si ça vous va, on va jouer un peu l'interaction. Ça vous va, plutôt que chacun fasse son exposé, hein. C'est le mode Comité Grand Lille où on est là pour travailler finalement, hein. On n'est pas là pour exposer un certain nombre de choses. Vous dirigez une école originale qui s'appelle l'Accordé. Dites-nous quelques mots sur cette école. Oui, tout à fait. Je suis donc directeur de l'école L'Accordé dans le quartier de l'Épeule à Roubaix. C'est une école qui a ouvert ses portes en 2015, une école primaire. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait ouvrir la maternelle, que c'était vraiment important pour que la scolarité commence bien. Et puis maintenant, on a ouvert le collège. Donc ça reste une école encore en chantier, puisque nous allons atteindre 150 élèves, mais on n'y est pas encore là. Et nous développons le projet pédagogique des écoles du réseau Espérance Banlieue, qui s'appuie sur 3 piliers: l'excellence scolaire, la qualité de la coéducation avec les parents et la transmission, du meilleur de la culture française ou d'un patrimoine commun. C'est vrai qu'en discutant, pour préparer, moi j'ai appris plein de choses en préparant cette plénière. Je me rends compte à quel point c'est vrai partout, mais ça l'est là. C'est pas une problématique des éducateurs, des parents, de la société, de la rue. C'est un système en fait, hein. Vous m'avez tous dit ça finalement, hein. Vous avez des choses à dire, vous, là-dessus, je crois. Oui, alors je me plains souvent, et quand j'avais cette charge, donc, entre guillemets, de la référence égalité et de l'orientation, parce qu'on parle aussi des métiers au masculin-féminin,
que constamment, j'entendais il faut des filles dans les sciences, il faut des filles dans l'industrie, et jamais on dit qu'il faut des garçons dans les sciences humaines, qu'il faut des garçons dans les lettres. Et donc, il faut avancer de façon parallèle parce que la société doit être modélisante. Si on arrive à avoir une équité sur l'ensemble des métiers et pas uniquement faire venir les filles là où il y a des garçons, faire venir les garçons là où il y a des filles, si on est modélisant, ben, les jeunes pourront se projeter. Et donc, si on ne peut pas se projeter sur une société qui est égalitaire, on va avoir beaucoup de mal à avancer tout seul dans l'éducation. Et ce que je revendique, c'est qu'on avance ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer côté éducation, on ne peut pas côté formation, et que l'entreprise ne bouge pas. Et tout à l'heure, ça a été très bien dit, l'entreprise bouge. Et moi, je l'ai vu bouger en 10 ans, et énormément. Mais encore actuellement, c'est vrai, tiens, je vais citer Engie, c'est bizarre. Je vais citer Orange, tout à l'heure, on a dit, tiens, c'est 2 femmes. Mais qu'est-ce qu'on a avancé avec ces entreprises sur la place de la femme dans l'entreprise, et on a ouvert énormément d'actions avec de multiples entreprises. Alors, Girls Day, numérique, industriel. Moi, je voudrais bien qu'on fasse des îles, un peu aussi, pour que cette image de la société soit une vraie société égalitaire. Niels ? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, que pour vouloir se projeter, il faut que les élèves sentent bien qu'ils sont attendus, qu'ils ont une place. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire... expérimenter à nos élèves, parce que quand ils arrivent, ils n'ont pas l'uniforme de l'école, par exemple, vous voyez. Et il y a 15 jours pendant lesquels ils vont faire connaissance, découvrir les gens et vraiment se décider ou pas à s'investir, à se donner à fond dans l'établissement. Et en fait, c'est la découverte du bien commun. L'idée qu'en fait, on est attendu, on a une place. Le jour où les élèves reçoivent leur uniforme, on fait une vraie fête et tout le monde se réjouit pour eux, voyez. Et la participation à un bien commun. Les élèves s'occupent des tâches ménagères, ils sont organisés en équipe, etc. Mais si vous voulez, ça devient leur maison, c'est la maison commune. Et voilà, l'école n'est pas un lieu impersonnel. Et je crois que ça aide beaucoup les élèves à trouver leur place, qu'ils soient garçons, filles, ou voilà, ils se sentent chez eux. En fait, c'est multiplier les expériences de respect mutuel. Et donc, c'est au sein de la classe et en dehors de la classe, c'est que l'école soit un lieu où on multiplie ces expériences de respect. Alors, si je peux me permettre, en transversalité avec ce que vous venez d'évoquer, effectivement, il y a la question que l'école et que finalement la société civile, l'entreprise, soient un lieu de respect et d'égalité, mais j'ai envie de dire de manière continue et de manière perpétuelle. Lorsqu'on a préparé effectivement cette intervention, on a échangé sur de nombreux exemples, sur des choses qui nous semblent, nous, innovantes et percutantes sur la question de l'égalité, mais finalement, c'est un continuum. C'est un continuum d'action, c'est un continuum de philosophie d'action aussi. On le voit notamment dans les écoles, quand on intervient auprès d'un groupe classe sur une sensibilisation autour de la prévention pendant 1 heure. Et quand on travaille pendant 3 ans avec le même groupe d'élèves, avec une cohorte d'élèves, avec les enseignants qui sont autour de ces élèves, mais aussi avec la communauté enseignante, pédagogique et éducative, l'impact sur l'égalité entre les filles et les garçons et la prévention des comportements sexistes est complètement différent. J'ai envie de vous dire, faites de même dans les entreprises, que ce soit un projet intégré à l'entreprise, que ça puisse, au-delà de manifestations autour, par exemple, du 25 novembre et du 8 mars, qui sont des journées un peu phares sur la question de la lutte contre les violences ou de l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit complètement intégré dans une démarche globale, dans une philosophie d'action, et que finalement, on ne se réjouisse plus d'avoir des femmes dans nos conseils d'administration, qu'on ne se réjouisse plus d'avoir des femmes qui dirigent ou qui sont à des postes à responsabilité, mais que finalement tout ça rentre dans une forme de normalité qui ne s'interroge même plus. Alors, Dominique, vous m'avez dit que vous aviez, vous, des idées. Alors, je vais lancer une perche. Je découvre que depuis une certaine loi, je ne sais plus si c'est une loi ou un décret, il faut qu'il y ait un référent égalité dans chaque établissement. Oui, donc le référent égalité dans chaque collège et dans chaque lycée, et non pas dans chaque école, ce serait plus compliqué, mais dans chaque circonscription du premier degré. Donc on est entre 60 et 70% pour l'instant de couverture dans l'académie et dans le bassin de Lille. Et dans le bassin de Lille. Donc l'idée peut-être c'est d'ensemble arriver à 100%. Et on y arrivera uniquement si, avec nos référents égalité, on arrive à créer... moi je crois beaucoup quand même aux journées phares. Comme je crois
aussi au quota. Et les journées sont importantes. On pourrait créer d'abord 100% de référents égalité, donc un engagement de la rectrice. Je signale que nous, on est à parité, 50% de recteurs, 50% de rectrices. Et que sur ce point, on peut tout à fait, et j'en suis convaincue, convaincre la rectrice Cabuil que nous, sur ce périmètre, on est à 100% et qu'ensemble on avance. On est bien d'accord, société civile, les associations, les entreprises et l'école, pour former. Je pense que nos enseignants ont énormément besoin d'être formés ou proposer une action phare en direction des collèges et des lycées, à construire ensemble sur une action phare, mais aussi sur un point de formation. Super, premier sujet concret. On fait en sorte que dans chaque établissement, tous ensemble, on réussit à ce qu'il y ait un référent égalité. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on passe à la deuxième table ronde sur l'entreprise ? Moi, je voulais juste dire que ce qui me semble fondamental pour évoluer sur le regard que les garçons portent sur les filles et réciproquement, eh bien, il faut présenter des belles histoires, des beaux destins. Vous voyez, il faut parler de femmes qui ont vécu une vie extraordinaire, qui ont apporté, vous voyez, par leur vie quelque chose. C'est ce qu'on essaie de faire modestement au lever des couleurs tous les lundis matins. On raconte des histoires et là, ça fait bouger les lignes parce que les élèves passent des références familiales à l'école. Vous voyez, et donc il y a vraiment une découverte, de ceux qui ne sont pas comme nous au niveau de la famille. Vous voyez, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. C'est une expérience existentielle, l'école. Et donc, si on ne présente pas des belles histoires, si vous voulez, eh bien, on n'aide pas les jeunes à se projeter. Mais vous allez voir que ça va revenir dans chaque table ronde parce que je sais que chacun des intervenants ont un certain nombre de sujets sur cette problématique des références et des modèles. Je vous propose de laisser vos micros sur les tabourets et on peut passer à la table ronde suivante. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la table ronde sur l'entreprise et vous allez voir les liens. En fait, j'ai hésité à ne faire qu'une seule table ronde, mais je me suis dit avec une quinzaine de personnes, ce serait un peu compliqué. Mais c'est vrai que je vous ai dit, alors allez-y, prenez le mien ici, moi je vais rester debout, pas de problème. Ah ben non, tout va bien, ça va, il y en a suffisamment. Voilà. Et deuxième petit message de Mercedes Hera à propos de l'entreprise. Je crois que les entreprises réellement mixtes seront toujours meilleures que les entreprises ou masculines ou féminines. Donc je crois à la mixité. Qu'est-ce qu'on fait quand on croit à la mixité ? Faut la mettre en place. Toutes les démarches doivent être très volontaires. Lorsqu'on le veut, on le peut. Et donc il faut regarder à bien faire en sorte que le métier ne se féminise pas trop. Vous savez qu'en ce moment, on a un problème avec la féminisation du métier et je ne pense pas qu'on y gagne à rendre un métier féminin. Donc faire attention dans les recrutements qu'il y ait des jeunes femmes et des jeunes garçons. Et ensuite, faire très attention dans la montée des jeunes filles et des jeunes garçons, dans la progression qui est la leur, pour faire en sorte qu'au bout du parcours, on retrouve autant de filles que de garçons. Et ça, c'est un peu volontariste, parce que les filles prennent des congés maternité, que se crée une différence, et il ne faut pas accepter cette différence. Il faut aider au retour du congé maternité pour que cette différence, pour que le fait de faire un enfant ne soit pas pénalisant pour les filles. Donc il y a des choses très précises. C'est-à-dire vous n'arrêtez pas une augmentation parce qu'une jeune femme fait un enfant. Vous l'attendez avec impatience pour son retour et vous la faites progresser. Et en général, ça se passe très bien. Il y a d'autres solutions pour aider les femmes. C'est que les hommes s'intéressent aux enfants. Donc le congé paternité est un vrai combat pour moi et on doit tous se battre pour que ce congé paternité soit l'égal du congé maternité et permette aux papas de s'intéresser de plus près à leurs enfants et surtout de s'y intéresser plus concrètement et de faire que la charge mentale ne soit pas que du côté des femmes. Donc beaucoup de choses à faire dans l'entreprise pour faire en sorte que les jeunes femmes montent. Les rassurer aussi, parce que souvent elles manquent de confiance. Souvent, elles mènent de front la vie familiale et la vie de l'entreprise, et c'est très lourd pour elles. Vous savez qu'en moyenne,
Les femmes travaillent 2h30 de plus par jour que les hommes. Tout ça n'est pas normal et donc il faut aider les jeunes femmes à monter, les rassurer. Mais je vous promets que quand vous les mettez en place et quand elles sont là, ça donne des résultats exceptionnels. Je ne suis pas la seule à le dire, il y a eu beaucoup d'études dans ce sens, des études chez McKinsey qui montraient à quel point les entreprises mixtes, réellement mixtes, réussissaient davantage que les entreprises masculines. Eh bien, merci Mercedes Serra d'avoir donné ce témoignage. J'ai 4 femmes là autour de moi, donc je suis très heureux et chacune, vous avez des choses passionnantes à dire. Malika, on parlera avec vous tout à l'heure, vous êtes entrepreneur ici à Roubaix. Koussé, tu travailles chez Euratech, tu vas nous dire quelques mots. Marie-Éloi, merci parce que tu as pris le TGV très tôt ce matin pour venir de ta région parisienne. Et pardon ? C'est chez moi Lille. Et c'est chez toi Lille, mais on est content, c'est sympa d'avoir fait le déplacement. Et Aurélie, tu es présidente de la Chambre de commerce du Grand Lille, et on te remercie d'être là, et tu as des choses fortes à dire. Je me disais, je vais le dire, hein, vous voyez les choses auxquelles on devrait penser. Aurélie, je la vois debout, et il y a un tabouret, et je vois qu'elle est un peu gênée. Je ne dis pas, mets-toi ici. C'est ça aussi, j'imagine, ce genre de choses. Hein. Voilà, je rembobine. Alors, Koussé, chez Euratech, toi, tu m'as parlé de volonté. Explique-nous un petit peu comment ça se passe et puis partage-nous un peu ton témoignage sur ce sujet-là dans l'entreprise. Oui, c'est un grand sujet effectivement dans l'entreprise et je partage, enfin Mercedes Serra a fait un très beau résumé déjà. Donc moi effectivement je suis directrice générale d'Euratech et en fait une des premières mesures auxquelles je pense pour arriver à plus d'égalité hommes-femmes en entreprise, c'est le fait de recruter des hommes féministes. En fait, moi, dans mon parcours, sur 20 ans d'expérience, eh bien, je n'ai quasiment eu que des chefs hommes. Et finalement, ton patron, ton chef, c'est celui qui t'augmente, celui qui se bat pour ton augmentation, c'est celui qui te promeut, qui se bat pour ta promotion. Donc au final, moi j'ai rencontré des chefs féministes et des chefs pas féministes. Et donc voilà, on rencontre de tout. Donc aujourd'hui, une des choses par exemple qu'on fait chez Euratech, c'est que dans tous les recrutements, il y a une phase qui est en amont des entretiens où les gens répondent à un questionnaire sur les valeurs. Et en particulier, une des questions, c'est l'achievement de l'égalité homme-femme. Et c'est vrai que c'est un vrai outil en fait, de sélection. Ça permet d'écarter certaines candidatures. Donc oui, j'ai envie de dire, une des premières choses, et voilà, et qui est un exemple aussi d'Euratech, c'est d'embaucher des hommes féministes. Ça œuvre pour l'égalité homme-femme et ça œuvre pour la diversité. Alors chacune, si vous avez envie de réagir, je te passerai le micro, Aurélie, si tu as envie de réagir là-dessus. Tu me parlais d'indicateurs aussi. Vous avez une démarche volontaire chez Euratech par rapport aux entreprises que vous accompagnez. Les promotions, vous vous êtes donné des objectifs concrets, par exemple? Oui, on se donne des objectifs concrets. Donc, c'est sur la promotion là qui est arrivée en mars, c'était sur l'international et les femmes. Et donc, on a réussi de passer à 0 à 20% de start-up internationales et puis aussi d'arriver à 30% de femmes dans les promotions. Après, bon, ça cache une réalité un peu diverse. Ça veut dire que déjà, c'est très par vertical, ça veut dire par secteur, et c'est que dans la cybersécurité ou dans la finance, on est quasiment avec que des hommes, et c'est dans le retail e-commerce, donc ici à Blanchemaille, à Roubaix, qu'on arrive à avoir le plus de femmes. Moi qui ai assisté au jury, en fait, on se réjouissait d'avoir beaucoup de femmes, mais finalement, quand j'écoutais l'ensemble des projets, au final, quand même, les projets qui sont vraiment qui sont vraiment tech sont portés par des hommes, et les projets plus sociétaux, mais avec une moindre dimension tech, étaient portés par des femmes. Donc en fait, bon, les chiffres, comme le disait Monsieur Lurtard tout à l'heure, les moyennes cachent toujours des réalités différentes. Il faut aller sur le terrain pour voir ça. Oui. Alors, vous voyez la transversalité de nos plateaux. Tout à l'heure, Magda Danis, qui est la commissaire générale de l'exposition urbaine, qui est juste de l'autre côté de la rue, ici à la Condition publique, nous dira, je spoil un peu, le choix des sujets chez les artistes va devenir déterminant. Donc on le voit bien que ce n'est pas une question de statistiques, c'est une question de sujet adressé en fait. Hein. Alors Marie, justement, toi, tu es une globe-trotteuse de ce sujet-là. Tu as développé
Bouge ton groupe, c'est ça, qui est un programme de formation. Tu nous expliques un peu ce que c'est ? Alors moi, ce qui m'anime, c'est la place des femmes et leur impact dans l'économie. Donc j'ai développé plusieurs structures Femmes des territoires pour créer son entreprise. On est à Lille, bien sûr. Bouge ta boîte pour développer son entreprise. C'est du business et de la sororité. Et Bouge ton groupe, là, c'est pour faciliter les carrières des femmes en interne et créer vraiment les viviers avec un plan, un accompagnement pendant 1 an. Et j'en profite pour remercier Jean-Pierre, quand même, parce que tu es un des premiers à nous soutenir. Tu as dit que voilà, c'était difficile chez EY, mais toi, tu nous as toujours soutenus dans tout ce qu'on faisait pour l'égalité. Et comme vous le disiez justement, l'égalité, ce n'est pas que l'apanage des femmes, c'est vraiment les femmes et les hommes ensemble. On a vraiment besoin de toutes les forces vives. Et aujourd'hui, on voit bien avec les chiffres que tu citais tout à l'heure, Jean-Pierre, qu'on se prive de la moitié des talents. Donc souvent, on me dit, la question qu'on me pose souvent, mais pourquoi des femmes dans les entreprises en fait ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Alors au début, je répondais avec tout mon côté bon élève, ça va apporter plus de performance, par exemple 240% de croissance chez les entreprises du CAC 40 les plus féminisées. Je répondais, ça va apporter plus de mieux-être, de mieux vivre ensemble. Je donnais toute la liste, en fait, tous les arguments possibles, des produits plus adaptés. Et en fait, c'est tout simplement du bon sens, c'est tout simplement de l'éthique. On est la moitié de l'humanité, on n'est pas une minorité. Et puis, c'est une question de survie aujourd'hui pour l'entreprise. En termes d'attractivité et de rétention des talents, on ne peut plus se priver de la moitié des talents. C'est pas possible. Aurélie, tu veux réagir là-dessus ? Un commentaire ? Pas à ce stade, tout à l'heure. Très bien. Moi, j'ai une question idiote, parce que justement, tu accompagnes les femmes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour former les hommes là-dessus ? Puisqu'on dit on a besoin d'hommes féministes, on a besoin de changer les mentalités. Quand est-ce qu'on va créer finalement le programme de formation des hommes à être plus ouverts, etc. Alors ça existe, c'est hyper important, tu as raison. Première chose, nous, quand on arrive dans une structure... Moi, je suis candidat. Quand on arrive dans une structure, déjà, on fait un état des lieux parce qu'il faut que ça soit du sur-mesure. On ne va pas faire la même chose dans une entreprise où il y a déjà plein de programmes et des entreprises où il n'y a rien du tout. D'abord, on sensibilise. Et on ne sensibilise pas que l'équipe dirigeante, mais aussi le management. Et puis après, il faut des formations spécifiques, soit des World Café où il y a des hommes et des femmes, et après des formations spécifiques pour accompagner les femmes. Parce que les biais sont tels, on en a parlé un peu tout à l'heure, les biais sont tels, ils sont tellement dans tous les domaines qu'il faut arriver à les lever. Et ça, le collectif, l'intelligence collective, elle est incroyable parce que quand on voit, nous, on met en place des cercles de femmes, une seule par service au sein d'une même entreprise ou d'une administration. Et quand on voit que sa collègue dans la communication ou dans la compta, elle aussi, elle n'a pas osé ou c'est plus difficile pour elle ou elle a du mal à se faire percevoir comme chef de projet, tout de suite, l'authenticité est là et nous aussi, on peut dire ce qui est difficile et en miroir, se dire mais moi aussi, je suis capable. Et avec les groupes qu'on accompagne, tu vois, avec Bouge ton groupe, 2/3 des femmes changent de posture en 4 mois. Donc très vite, on voit qu'il y a un changement de posture. Donc il faut bien sûr des formations spécifiques pour les femmes et accompagner les hommes et les femmes de manière globale, mais il n'y a pas de baguette magique, ça n'existe pas. Il faut une vigilance et une responsabilité de tous et de tous. Et la vision du dirigeant ou de la dirigeante est essentielle. Sans vision, sans conviction, ça ne peut pas marcher. Alors je vais faire un bond, pas de géante justement, un bond de souris, puisque Malika, je peux te tutoyer ? Oui, parce que je me rends compte que je tutoie les unes et les autres, et voilà, mais on ne se connaissait pas encore. Malika, toi, tu as créé une entreprise. Dis-nous quelques mots sur ton entreprise d'abord. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je m'appelle Malika. Je suis artisan traiteur basé sur Roubaix. En fait, ma cuisine, elle est plus cuisine engagée zéro déchet, mais plus aussi pour les artistes et en fait les danseurs. Et moi, aujourd'hui, en fait, je travaille sur certains quartiers à Roubaix où les femmes ne trouvent pas leur place dans les salons de thé, dans les restos. En fait, je me rends compte, par exemple, je prends juste le quartier de l'Apple, mais après sur Roubaix, il y a d'autres quartiers, en fait. En fait, on ne voit pas beaucoup de femmes à Rue de l'Apple. En fait, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant de salons de thé, il n'y avait pas autant de restos. Donc, on voyait des femmes qui font leurs courses, ils promènent. Mais là, ça fait 3 à 4 ans, il y a vraiment un problème. Les femmes, on ne les voit pas dans ces quartiers-là. Et on parlait, je me permets de t'interrompre parce que Oui. pour faire le lien à ce que disait Marie, Oui. toi, tu m'as dit un truc que j'ai trouvé très fort. Tu m'as dit, en fait, les hommes ont pris la place. Tout à fait.
Tout à fait. En fait, c'est les hommes qui ont pris la place. Parce qu'en fait, je travaille, on fait des ateliers avec des danseurs et chanteuses en partenariat avec le Ballet du Nord et la ville de Roubaix. En fait, on va à la rencontre à ces femmes-là. Et effectivement, la question aujourd'hui, ces femmes-là, ils disent que les hommes, qu'ils ont pris leur place dans les salons de thé et dans les restos. Et donc nous, enfin aujourd'hui, il faut accélérer. Toute seule, je ne peux pas faire ça, mais on va arriver. Déjà là, on a fait un test, ça fait 1 an. Du coup, on fait un groupe des femmes et on débarque dans les cafés où il n'y a aucune femme. Les cafés ou les restaurants. Du coup, on prend une table au milieu de ces cafés ou de ce resto. C'est vrai, quand on rentre en groupe de femmes, il n'y a que les hommes. Donc le regard, il est un peu froid. Presque, ils nous disent qu'est-ce que vous faites là, c'est pas votre place. Mais effectivement, j'ai un commerçant qui n'arrête pas de nous remercier parce qu'aujourd'hui, il y a au moins 50% de sa clientèle, femmes et hommes, qu'il y a 3-4 ans, il ne voyait presque même pas une femme. Le rêve, ça c'est extraordinaire ce qu'elle fait à l'Épeule. Merci. Merci. Chacun se promène dans la métropole. On le voit bien dans certains quartiers. Moi, je le vois à l'Épeule, quand j'y passe, on en parlait. Ça me marque. Moi, je vois, j'ai des filles. Et à chaque fois qu'on passe rue de l'Épeule, mes filles me disent « Mais papa, t'as vu, il n'y a que des mecs. » Donc ça, c'est un sujet. Les hommes ont pris la place. Donc vous voulez aider les femmes à prendre la leur. Le projet et le rêve que vous caressez, que tu caresses, c'est un grand spectacle au Colisée. C'est ça. En fait, on a fait des ateliers cuisine en partenariat avec le Ballet du Nord et la ville de Roubaix. C'est le contrat de la ville de Roubaix. En fait, on fait des ateliers danse, chante et théâtre. Et on a été rencontrer les femmes de l'Épeule un peu partout. Et en fait, ces femmes-là qui disent la danse, c'est pas pour moi, la chante, c'est pas pour moi, le théâtre, non, surtout pas ça. Et pour finir, on a travaillé 6 mois et on a pu. Enfin, ces femmes-là, ils ont joué, ils ont dansé, ils ont chanté à la Hall de Colisée juste avant Noël 2021. Donc, pour moi, c'était une grande réussite. Donc, le rêve a été réalisé. Oui, voilà. Bravo. Aurélie, 120 CCI en France. Oui, pardon, excuse-moi, on va te donner un micro, pardon. 120 CCI en France, combien de présidentes? 10. Donc, vous voyez que dans le monde de l'entreprise, il y a encore du travail. Il y a une loi qui est passée sur la parité dans les élections consulaires. Donc, bien sagement, tout le monde a fait son travail. On a mis 50% de femmes, 50% d'hommes. Et au total, à la fin, les femmes sont suppléantes, sont peut-être vice-présidentes de temps en temps, mais jamais présidentes. Donc, quand on m'a proposé de poser ma candidature pour être présidente, j'ai dit oui. Et j'ai dit oui parce que une grande partie de moi, parce que je suis féministe et pour montrer qu'on peut y arriver. Alors, j'ai une petite parenthèse sur féministe. J'ai beaucoup de mes copines et beaucoup de gens autour de moi qui disent non, je ne peux pas dire, je ne suis pas féministe. Et moi, quand j'ai entendu Mercedes Serra, j'ai entendu féministe, ça veut dire égalité homme-femme. Il faut arrêter de dire féministe, c'est la harpie qui sort tous ces arguments forts. Féministe, c'est égalité homme-femme. Et donc, moi, je suis présidente de la Chambre de commerce du Grand Lille parce que je voulais montrer que c'était possible. Et la journaliste, je pense aux questions qu'on m'a posées, elle m'a dit « Qu'est-ce que ça va changer une femme à la tête d'une chambre de commerce ?» J'ai dit « Rien. » Parce qu'une femme, elle fait le même boulot qu'un homme, quoi. Donc, elle va peut-être apporter, parce qu'elle a une personnalité différente, comme un homme a une personnalité différente, mais elle va faire le même boulot. Donc, je pense que c'est important l'exemplarité, donc je l'ai entendu aussi. Donc, j'y suis pour ça. Et je voudrais aussi dire qu'on est quelques femmes, il y en a pas mal aussi autour de la scène qui se mettent en avant, osent, s'engagent. C'est un job, ça prend beaucoup de temps sur ma vie, sur plein de choses. Et j'aimerais bien que... Alors, on est quelques-unes à le faire, donc on est toujours mises en avant, mais il faut qu'autour de vous, partout, vous disiez, oui, cette femme-là, elle peut le faire, il faut l'aider, l'encourager à aussi prendre ses engagements, parce que c'est en montrant ce qu'on sait faire qu'on va y arriver. Voilà. Et vous verrez que nous aurons, après la première motion du matin sur
les établissements scolaires. On en aura une deuxième avec Aurélie, mais je vous fais un petit teasing. Tu as créé une commission avec Odile Leperc à la CCI. Elle fait quoi, cette commission ? Alors oui, c'est développer l'entrepreneuriat des femmes, puisqu'on ne dit plus l'entrepreneuriat au féminin maintenant, Oui. l'entrepreneuriat des femmes. Donc effectivement, dans le monde économique, 20 à 30% des entreprises sont dirigées par des femmes et 20 à 30% des entreprises sont créées par des femmes. Donc c'est vraiment encore, on est très loin de la parité. Je pense que dans la technologie, c'est 8 ou 10% qui sont créés par des femmes, donc c'est vraiment très faible. Donc l'objectif de cette commission, c'est effectivement d'encourager les femmes à entreprendre. Et je pense qu'il faut le prendre, on ne va pas dire dès la naissance, mais du démarrage de la vie, mais surtout dans les études jusqu'à après, parce que c'est un vrai challenge. Moi, je l'ai vécu, j'ai été créatrice d'entreprise, et je peux vous écrire un bouquin sur toutes les choses que j'ai pu entendre sur ma candidature. Merci. Alors, la motion du matin, c'est quoi ? C'est de proposer que nous élargissions le vivier de femmes qui ont envie de s'engager. En discutant à deux, moi je lui disais, vous le savez, on organise chez Entreprises et Cités une multitude d'événements. Chaque fois qu'on organise un événement, c'est toujours la difficulté, je le dis, c'est comment allons-nous faire pour avoir un plateau paritaire ? C'est toujours la difficulté. Et mesdames, il y en a quelques-unes dans la salle, c'est toujours les mêmes qu'on appelle. Et Aurélie me dit, mais en fait, moi, j'aimerais créer un vivier beaucoup plus large. Et donc, une idée ce matin, ce serait ce serait que chacun d'entre vous donne des noms de femmes qu'il voit, qui puissent intervenir, qui puissent se mettre en avant, qui puissent montrer aussi ce qu'elles savent faire pour qu'on ne soit pas que quelques exemples, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui pourraient le faire. Donc, élargir le vivier, ce serait bien qu'on commence ce matin. Donc, il y a une adresse mail à qui on peut adresser ces choses-là, ou alors vous le faites ici chez moi. Vous m'envoyez à notre adresse, sdupré@citéonline.org. Si chacun d'entre vous nous donne 10 noms de femmes qui, à votre connaissance, seraient prêtes à s'engager, auraient des choses à dire. Déjà un ou deux, ce serait mais bien. bon, très bien. Moi, j'y vais carrément. Mais si c'est une, c'est très bien. Et Marie, tu as envie d'ajouter quelque chose ? Vas-y. Parce qu'en fait, ça c'est tellement clé. Merci d'en avoir parlé. Aujourd'hui, dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans notre catégorie, donc business et patron, il y a 1% de femmes médiatisées, 99% d'hommes. Donc, comment voulez-vous que nous, on puisse identifier, qu'on puisse se dire que c'est possible s'il n'y a pas de femmes qui sont visibles et qui prennent la parole ? Donc, bien sûr, il y a une responsabilité côté médias, mais surtout, nous aussi, les femmes, souvent, elles me disent « Oui, mais moi, il y a plus compétente, elle saura mieux parler que moi, et puis moi, j'en ai pas besoin pour mon ego. » Parce que je m'occupe des enfants. J'ai pas le temps, et puis mon ego, on n'a pas besoin. Ok, très bien. Mais comme on se dit tout ça, ça donne 1%. Donc c'est de l'intérêt général que vous vous rendiez visible, que vous alliez dans les conférences, dans les CCI, dans les prix, dans les médias. C'est de l'intérêt général pour nous toutes et tous, parce que du coup, ça donne vraiment une vision globale de notre économie. Et moi, j'ai une deuxième proposition pour la Chambre de commerce, puisque j'ai entendu qu'il fallait aussi travailler sur l'état d'esprit des hommes. Moi, je suis preneur de suivre une formation pour m'ouvrir les chakras, et peut-être qu'on peut l'imaginer et la créer ensemble. Voilà, je le dis. Pourquoi pas ? Voilà, avec tous ceux qui auront envie, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on fera évoluer les choses, parce que je revendique que j'ai 2 filles chez moi, une femme, donc je suis le seul homme. Les discussions le soir à table, 9 fois sur 10, tournent sur ces sujets-là. Elles sont adolescentes, et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, qu'on ne soit pas dans l'opposition, vous voyez les choses comme ça, nous on voit les choses comme ça, mais qu'on puisse vraiment collaborer. Voilà, c'était le petit cri de Seb. Écoutez, mesdames, je vous remercie. Je propose qu'on passe à la 3e table ronde. Merci. Où là, on va parler de la société. Jean-Pierre, si tu veux nous rejoindre. Alors, on est un peu en retard, donc je sais qu'au comité Grand Lille, en général, on dit 9h30, c'est terminé, vous pouvez aller chercher votre rendez-vous à 10h. Donc voilà, si vous avez des contraintes, vous pouvez y aller. Venez, Agathe, Magda et puis Jean-Christophe. Jean-Pierre, si tu veux nous rejoindre. Voilà, mais comme Jean-Pierre, tu as déjà dit ce que tu avais envie de dire. Si tu veux échanger avec Marie, c'est toi qui vois les choses. Mais je pense que tu as des choses aussi à compléter. Bonne journée à tous ceux qui rejoignent leurs obligations. J'ai envie de commencer avec Agathe. Tout à l'heure, Jean-Pierre nous a parlé de la législation. Agathe, tu es avocate, spécialiste notamment, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de points de droit que tu connais, mais de ces sujets-là. Et en discutant ensemble, tu m'as dit, c'est très bien les quotas, mais c'est un outil. Tu nous parles quand même de quelques outils dont a parlé Jean-Pierre tout à l'heure ?
Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais effectuer une distinction qui est, à mon sens, non négligeable sur ce qu'est la parité et sur ce qu'est l'égalité. Puisqu'il y a une distinction à effectuer, la parité, c'est une représentation proportionnée des femmes et des hommes au sein des institutions. Alors que l'égalité, c'est beaucoup plus large et c'est permettre un accès des femmes et des hommes aux mêmes droits, aux mêmes opportunités. Et donc, je pense que c'est important de rappeler que la parité est un outil, un instrument au service de l'égalité. Alors sur le plan purement législatif et juridique, effectivement, on a un certain nombre de lois, et je pense notamment à la loi Rixain qui date de décembre 2021 et qui nous parle évidemment de la question des quotas. Alors cette loi permet une évolution des quotas. 30% de femmes au poste de cadre dirigeante et 30% de femmes au sein des instances dirigeantes. Ces quotas, alors j'ai un avis assez mitigé sur cette question des quotas, puisque je pense que c'est un outil qui est nécessaire. Les quotas constituent une contrainte pour les entreprises et on peut noter évidemment une amélioration de la représentation des femmes grâce à ces quotas. À mon sens, ce n'est pas une solution à part entière, puisque le fait de permettre une parité numérique parfaite, une proportion numérique parfaite des femmes dans les entreprises, eh bien, ne résout pas finalement la question de l'égalité. Et se pose encore des questions, notamment je pense au sexisme, je pense au plafond de verre, aux inégalités salariales. Et finalement, ces quotas, oui, ils sont un outil non négligeable. Et on a des chiffres qui nous permettent de voir qu'il y a eu des améliorations. Mais ça n'est pas la solution. Et il reste ces questions d'inégalité et des conditions de la femme aujourd'hui dans la société. Merci. On va, comme tout à l'heure, échanger les uns avec les autres. Jean-Christophe, c'est toi qui es venu nous voir il y a un an, comme l'a dit Jean-Pierre dans l'introduction. Tu nous as appelés en disant moi, je vais faire une saison sur une thématique qui se rapprochera de ces sujets. Tu nous expliques un petit peu cette saison et pourquoi tu as eu cette idée-là avec ton équipe ? Oui, effectivement, en fait, en 2019, on a tiré un petit bilan des invitations qu'on faisait. On avait un programme d'invitation à des artistes street art urbain, qui était dans la droite lignée de l'exposition qu'on avait déjà fait avec Magda en 2017 sur le street art. Et on a fait un truc tout bête, c'est qu'on a compté, on s'est posé la question de la parité, on a compté, on avait invité 14 artistes, 2 femmes. Et de là, on a pris conscience qu'on avait invité à s'exprimer dans l'espace public, à proposer une vision de société, certainement des choses extrêmement positives, intéressantes, questionnantes, etc. Mais que, de facto, parce qu'on n'y avait pas prêté garde, on avait une surreprésentation des artistes masculins et donc des thèmes et des sujets qu'ils voulaient aborder. C'est comme ça que c'est parti cette saison, c'est comme ça qu'on a dit à Magda comment on aborde le sujet, mais aussi qu'on a voulu en faire quelque chose de beaucoup plus large, à l'image de ce qu'est la condition publique, et de pouvoir avoir une grande exposition d'art urbain avec Magda, mais de travailler aussi avec le Fonds régional d'art contemporain et avec les jeunes qui participent au Labo 148, et de construire un débat avec d'autres programmateurs sur ces enjeux de la ville façonnés par les inégalités de genre, par les inégalités femmes-hommes. Et évidemment, ça nous semblait important de faire de la condition publique l'écrin d'une réflexion de société beaucoup plus large et de pouvoir partager ça avec les acteurs de la société civile qui sont au comité Grand Île. C'est comme ça qu'on en est arrivé là, et la méthode de travail, ça a été d'avoir un comité éditorial qui représentait un peu toutes les différentes facettes. Il y avait des jeunes qui faisaient du parcours, il y avait des gens du monde de l'art contemporain, il y avait des gens du spectacle vivant, il y avait des gens du service égalité femmes-hommes de la ville de Roubaix ou de la métropole, et de jouer au ping-pong sur les idées de programmation, les projets qu'on pourrait conduire et comment tout ça pouvait faire une seule et même saison. Et alors, ça vient sur cette exposition urbaine. Magda, donc j'ai compris que tu étais galeriste, c'est ton métier, à l'international, parce que tu es à Paris, tu es à Shanghai, je ne sais plus où également, mais tu vas nous dire, aussi, ouais. À Londres aussi. Et tu es commissaire de cette exposition. Tu nous expliques quelques mots, ce qui t'a inspiré dans cette exposition ? D'abord, c'était effectivement, en termes d'inspiration, le dialogue avec Jean-Christophe, les équipes et le goût que j'ai développé pour ce lieu, qui est quand même assez extraordinaire, tant dans ce qu'il représente, mais là où il est implanté.
cette statistique que tu avais sortie, 2 femmes sur 14 interventions dans l'espace public. Et puis régulièrement des interpellations qu'on a, alors qu'on travaille dans l'art contemporain, on se dit qu'on est en prise avec la société, que les artistes sont là pour faire bouger les choses, et en fait on se rend compte tous les 8 mars, pour l'anecdote, j'ai des journalistes qui m'appellent, est-ce que tu pourrais parler, et la statistique elle bouge pas. On est à 10-15% de femmes dans les galeries, dans les expositions, dans les classements des artistes qui comptent, les classements internationaux. Alors j'ai envie de dire, il y a des secteurs où c'est pire. Parmi les femmes chefs d'orchestre, c'est 1%. Et on se dit, mais alors si la culture n'arrive pas à bouger sur ces sujets, qu'est-ce qu'on vient vous demander, vous, aujourd'hui, chef d'entreprise, de bouger? Enfin, on est censé vraiment pouvoir s'adresser à toute personne sur ces sujets-là. Et en fait, c'est ce qu'on a entendu ce matin. On n'y arrivera pas. On attendra ces 135 ans si on continue à être finalement passif, en disant bah oui, on va en parler, on va. Et donc, c'est ce dont on a parlé avec Jean-Christophe, c'est comment on s'adresse finalement aux artistes, qu'est-ce qu'on leur dit. Et alors, c'était très étonnant dans la préparation de l'exposition, parce que tous les artistes, qu'ils soient hommes ou femmes, puisqu'il y a les deux, alors on arrive à quasiment une parité, ce qui est très, très inédit dans des expositions. Tous me disaient, heureusement, ce n'est pas une expo juste sur les femmes. Et puis en tirant le fil, on s'est rendu compte qu'on parlait d'engagement. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être créateur? Parce que là, on parle d'artistes plasticiens. Mais c'est avant tout des gens qui ont une voix, une scène, qui ont un éditeur, qui peuvent publier des choses ou les montrer, et qui sont là pour nous interpeller. Un artiste contemporain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous interpelle, qui a cette petite lumière et cette capacité, nous, à nous amener à réfléchir. Quand je dis nous, c'est les visiteurs, c'est nos enfants qui viennent, qui vont faire des expositions, même avec les scolaires, dans le cadre de leurs écoles. C'est plein de gens qui vont être touchés aussi. J'ai un monsieur qui, en Uber, m'a amené ce matin, il me dit « Ah, les enfants sont passés ». Lui, il n'a toujours pas eu le temps de passer, mais les enfants sont passés, lui en ont parlé. C'est ça, on plante des graines. Et il faut, du coup, adresser vraiment ces sujets. Et il faut haut et fort. Haut et fort. Les artistes aujourd'hui s'engagent de plus en plus. Vous me disiez, ils ont envie de dire des choses. Alors je pense que le propre des artistes, ils ont toujours eu envie de dire quelque chose. Ça, c'est bien. Mais effectivement, et en particulier dans la pratique qui m'anime, donc celle de l'art urbain, ils ne demandent plus la permission depuis quelques décennies. Ils s'imposent sur nos murs. On aime, on n'aime pas. Ça, c'est une question esthétique. On n'est pas là pour faire un débat esthétique. En revanche, cette prise de parole qui s'impose à nous, vous allez au travail, vous voyez des choses. Aujourd'hui, les artistes, et vraiment en particulier ceux de l'art urbain, mais ça concerne tout le type d'artistes, ont conscience de la valeur de cette parole, de la force de cette parole. Et on a effectivement de plus en plus d'artistes, une fois de plus, ils avaient tous quelque chose à dire. Mais là, ils se disent, non, je prends le lead, je la prends cette parole, je l'impose, oui. Après, on peut ou pas prendre le débat et réfléchir, ou on peut détourner le regard, on a toujours ce choix-là. Mais je crois que c'est très très important que les artistes s'engagent et que nous, finalement, on leur réponde en tant que regardants, comme on dit, qu'on leur réponde et qu'on se pose les questions, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des rencontres. C'est ce que la condition publique fait très bien, justement, avec les équipes qui sont là aussi pour parler, pour prolonger ce que les artistes, finalement, amorcent. On en revient à la notion de prendre sa place. Prendre sa place et réellement, et merci aux interventions précédentes, d'assumer la question du modèle. Et une fois de plus, qu'il soit féminin ou masculin. Mais on peut se dire qu'on va éduquer nos enfants, très bien, mais c'est aussi de s'imposer en tant que modèle. Merci pour cet appel aussi aux femmes qu'on pourrait effectivement mettre en avant dans la communication. C'est extrêmement important. Voilà. Et donc les artistes ont toute leur place à jouer là-dessus, très 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 clairement. On va le faire avec Aurélie Vermès, mais je vois aussi Patrice Penel, le président du MEDEF régional. Je pense que Patrice, j'imagine que tu seras tout à fait d'accord aussi pour qu'on élargisse ça. Je vois Corinne Molina ici, je vois aussi Delphine Barthes qui a créé à Euratech
un collectif qui s'appelle Les Présentes. J'avais envie aussi de le dire. Il y a un salon qui s'appelle le Salon Professionnel, qui a beaucoup de succès partout en France, mais qui est ici à Lille. Je sais qu'il y a des représentants dans la salle. Enfin, il y a plein de choses. Et je pense que, comme ça, je vais vers la transition et puis vers la conclusion de Jean-Pierre, peut-être. Mais Agathe, je vous ai posé une question. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé des bonnes idées, mais vous qui êtes avocate, vous disiez, bon, on gère des conflits, mais on gère aussi des conciliations. L'arsenal juridique, ce sont des outils. Il faut qu'on réussisse à faire évoluer les mentalités. Il y a des idées qui peuvent émerger du point de vue de votre regard? Alors tout à fait, il y a des axes évidemment d'accélération de cette question des inégalités, outre la parité. Je pense notamment à des évolutions qui ont déjà eu lieu et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle d'une femme. Je pense à l'allongement du congé paternité. Et sur cette question, je vous demanderai de mettre de côté votre casquette de chef d'entreprise. On pense également à l'élargissement de la définition du harcèlement sexuel au travail qui a été modifié dernièrement au 31 mars 2022 et qui maintenant prend en compte les propos et les comportements à caractère sexiste. Le sexisme, c'est du harcèlement sexuel au travail. Et donc on a toutes ces évolutions qui sont entrées en vigueur et qui permettent de parvenir à une égalité entre les femmes et les hommes. Sur les axes d'amélioration maintenant, peut-être qu'il pourrait être utile de désigner, de nommer un référent parité au sein des entreprises. On en a parlé tout à l'heure au sein des écoles, mais pourquoi ne pas le faire au sein des entreprises? Il existe déjà des référents harcèlement sexuel au sein des CSE. Alors pourquoi ne pas mettre en place un référent égalité au sein des entreprises? Je pense également que l'accélération doit se faire au niveau de l'éducation. On en parlait tout à l'heure. L'égalité, c'est une question générationnelle à mon sens. Et l'idée serait d'éradiquer l'idée qu'il existe finalement des métiers réservés aux femmes et des métiers réservés aux hommes. Et donc l'éducation serait la clé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Agathe. Jean-Pierre, le mot de la conclusion ou de l'ouverture peut-être? Non, bah écoutez, j'ai quelques mots. Je crois que c'est très riche. Et merci aux différents intervenants. J'avais envie de dire quelques phrases simples. La domination de la direction de nos organisations publiques, privées, grandes, petites entreprises par le mâle blanc de plus de 50 ans est terminée. Même s'il y en a encore beaucoup. Et j'en connais encore beaucoup. Et je siège encore dans des comités de direction où la domination est le mâle blanc de plus de 50 ans. Cette domination, il faut l'arrêter, non pas parce que c'est bien de le faire, mais parce que ce n'est plus en adéquation avec la compréhension des difficultés, des projets, des problèmes, des enjeux qui sont complexes et qui nécessitent des réponses avec des compétences et des expériences diverses. Et donc le mâle blanc de plus de 50 ans, il a quand même une expérience extrêmement homogène avec son voisin. Et donc vous ne pouvez pas forcément comprendre toute la complexité du sujet qui vous est posé et donc prendre la bonne décision pour diriger votre organisation et votre entreprise. Voilà, j'avais envie de vous dire ça. C'est un gros combat parce que franchement, je ne crois pas avoir gagné sur ce combat non plus dans ma vie professionnelle. Je tiens à vous le dire fortement. Beaucoup de gens m'ont inspiré pour comprendre ce débat-là. Et pour ça, je terminerai dans toutes les actions que tu as citées. J'en voudrais ajouter une pour les hommes dans cette salle, blancs de plus de 50 ans, et il y en a. Et pour tous les gens que vous connaissez autour de vous, je vous conseille de suivre une formation sur les biais culturels. Il y a des modules de formation, de sensibilisation sur les biais culturels. Je l'ai fait il y a longtemps. Ça fait... ça fait du bien. Mais donc, franchement, vous sous-estimez, nous sous-estimons tous nos biais culturels. Et donc, quand on voit les sujets, quand on voit les réactions, eh bien, on les voit à travers un biais culturel. Ce n'est pas un défaut, mais simplement, il faut en prendre conscience. Donc, voilà. Partez, regardez sur Internet, sur le web, et faites une petite formation sur les biais culturels. Vous verrez, ça va vous faire énormément grandir et surtout comprendre et mieux appréhender
dans la diversité, la complexité de notre environnement. Voilà, bonne journée à tous et bon week-end.